Je nourris le même Bigfoot depuis 1986, et ce qu'il m'a finalement révélé sur la raison pour laquelle son espèce craint les humains est une chose qui me hantera jusqu'à mon dernier jour. Certains diront que je suis fou d'admettre cela publiquement, mais après avoir gardé ce secret pendant près de 4 décennies, je crois qu'il est temps que le monde connaisse la vérité. Je m'appelle Ricardo Valenzuela, j'ai 66 ans et je suis un garde forestier à la retraite de la forêt nationale de Mount Baker Snoqualmie, dans l'État de Washington. Ceci est mon histoire, et je dois la raconter exactement comme elle s'est produite, car ce que j'ai appris change tout ce que nous pensions savoir sur ces créatures. L'automne 1986 peignait les forêts du nord-ouest du Pacifique de teintes d'ambre et d'écarlate. J'avais alors 28 ans, un garde forestier fraîchement nommé, tout juste sorti du programme de sylviculture de l'Université de Washington et désireux de faire mes preuves à mon premier vrai poste. J'avais grandi à Seattle, passant mes étés à camper avec mon grand-père dans les Cascades, développant un profond respect pour la nature qui s'est finalement transformé en carrière. L'air vif d'octobre portait l'odeur du pin et des feuilles en décomposition alors que je me frayais un chemin à travers la forêt dense ce jour fatidique. Ce n'était censé être qu'une autre patrouille de routine, vérifier les balises des sentiers, documenter l'activité de la faune, les tâches habituelles. Mon superviseur, un vétéran aguerri nommé Ernesto Campos, m'avait mis en garde contre l'isolement du travail lors de mon intégration. Ici, tu es seul la plupart du temps, avait dit Ernesto, ses mains burinées enroulées autour d'une tasse de café au poste des gardes. La radio ne capte que dans certains endroits. Si tu vois quelque chose d'étrange, tu le documentes, mais tu ne cherches pas les ennuis. Ces forêts sont là depuis plus longtemps que nous tous, et elles ont leurs secrets. J'avais hoché la tête, pensant qu'Ernesto faisait simplement du zèle. Après tout, que pouvait-il bien arriver? J'étais formé pour les urgences, je savais comment gérer les rencontres avec les animaux sauvages et j'avais étudié chaque protocole du manuel du garde forestier. J'étais préparé aux ours, aux pumas, même à un randonneur égaré occasionnel. Ce à quoi je n'étais pas préparé, c'est ce qui s'est passé le 15 octobre 1986. C'était en fin d'après-midi, vers 4h30, et le soleil commençait déjà sa descente derrière les imposants sapins de Douglas. J'enquêtais sur des signalements de dégâts matériels dans une vieille cabane de chasse à environ 10 km du sentier principal. La cabane appartenait à une famille locale qui l'utilisait pendant la saison du cerf, et ils avaient signalé avoir trouvé leur remise de stockage démoli, des provisions de nourriture éparpillées partout. En approchant de la clairière où se trouvait la cabane, j'ai immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. La destruction n'était pas typique d'un ours. J'avais vu de nombreux dégâts d'ours pendant ma formation. C'était différent. La porte de la remise n'avait pas seulement été griffée. Elle avait été arrachée de ses gonds avec ce qui devait être une force incroyable. De grandes empreintes profondes dans la terre meuble autour de la structure ont attiré mon attention. Je me suis agenouillé pour les examiner de plus près, sortant mon mètre ruban et mon appareil photo. Les empreintes étaient gigantesques, au moins 43 cm de long et 18 cm de large à leur point le plus large. Elles avaient une forme vaguement humanoïde avec 5 empreintes d'orteils distinctes, mais bien trop grandes pour être humaines. La profondeur des empreintes suggérait quelque chose d'incroyablement lourd, pesant probablement entre 270 et 360 kilos selon mes estimations. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Dans toute ma formation, dans tous les manuels sur la faune que j'avais étudiés, rien ne correspondait exactement à ce que je voyais. Les ours laissaient des marques de griffes. Ces empreintes ne montraient aucune griffe, seulement des traces larges et plates, qui ressemblaient étrangement à des pieds humains surdimensionnés. J'ai passé l'heure suivante à tout documenter,
prenant des photos sous plusieurs angles, faisant des moulages en plâtre des meilleures empreintes, mesurant la longueur de la foulée, un impressionnant 2 mètres entre les pas, et dessinant la scène dans mon carnet de terrain. La partie professionnelle de mon cerveau cataloguait des données, mais une autre partie, plus primitive, me hurlait de partir. La forêt était devenue anormalement silencieuse. Pas de chants d'oiseaux, pas de bruissement de petits animaux dans les sous-bois, juste un silence sinistre qui semblait peser de tous les côtés. J'avais lu des articles sur ce phénomène. Comment les animaux se taisent lorsqu'un prédateur majeur est à proximité. Ma main s'est instinctivement déplacée vers la bombe de gaz poivré anti-ours à ma hanche. C'est alors que je l'ai entendu. Un son différent de tout ce que j'avais jamais entendu auparavant. Une vocalisation basse et gutturale qui semblait résonner à travers les arbres eux-mêmes. Pas tout à fait un grognement, pas tout à fait un hurlement, mais quelque chose entre les deux. Cela venait de plus profond dans la forêt, peut-être à une centaine de mètres. Les poils de ma nuque se sont hérissés. Chaque instinct me disait de courir, mais ma formation a pris le dessus. J'ai reculé lentement vers mon camion, garé sur le chemin de terre à une 50aine de mètres de la cabane. Mes yeux balayaient la lisière de la forêt, cherchant le moindre signe de mouvement. Mon appareil photo pendait à mon cou, mon carnet serré dans une main, l'autre flottant près de ma bombe de gaz poivré. Puis, je l'ai vu. Entre 2 cèdres immenses, partiellement cachés par l'ombre et les broussailles, se tenait une silhouette. Au début, mon cerveau a tenté de rationaliser la chose en pensant à une personne portant un manteau sombre, peut-être un autre randonneur. Mais alors que mes yeux s'adaptaient et que la silhouette bougeait légèrement, cette rationalisation s'est effondrée. Elle était massive, mesurant bien 2,40 m, peut-être plus, couverte d'un pelage brun foncé qui semblait absorber la lumière déclinante, des épaules si larges qu'un linebacker de la NFL aurait paru menu à côté. Et elle m'observait. Je suis resté figé. Chaque protocole de sécurité avec la faune que j'avais appris semblait soudainement inadéquat. Cela ne figurait dans aucun manuel. Cela n'était pas censé exister. La créature, et mon esprit a finalement accepté que c'en était une, ne bougeait pas de manière agressive. Elle se tenait simplement là, partiellement cachée, observant. Je pouvais distinguer un visage, bien que pas clairement dans l'ombre, des yeux sombres qui reflétaient un éclat de la lumière du jour restante, une crête sagittale sur le dessus de sa tête, similaire à ce que j'avais vu sur des images de gorilles, mais plus prononcée. Le temps a semblé s'arrêter. Plus tard, je n'aurais pas pu dire si nous nous sommes regardés pendant 30 secondes ou 3 minutes. Mon instinct de photographe me criait de lever mon appareil pour documenter ce moment impossible. Mais mes mains ne coopéraient pas. Elles restaient figées. L'une agrippant mon carnet, l'autre flottant toujours inutilement près de ma bombe de gaz poivré. La créature a émis un autre son, plus doux cette fois, presque interrogateur. Puis, avec un mouvement si rapide et fluide que cela semblait impossible pour quelque chose d'aussi grand, elle a tourné les talons et a disparu dans la forêt. J'ai entendu le bruit de pas lourds et de branches qui se brisent, s'affaiblissant à mesure que ce que j'avais vu s'éloignait. Je ne me souviens pas être monté dans mon camion. La chose suivante dont je me souviens clairement, c'est d'être assis derrière le volant. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine mettre la clé dans le contact. J'ai conduit jusqu'au poste des gardes dans un état second, mon esprit tourbillonnant avec ce dont j'avais été témoin. Quand je suis arrivé au poste juste après le coucher du soleil, Ernesto était encore là, terminant des papiers. Le vieux garde m'a regardé, a vu mon visage blême et m'a immédiatement servi une tasse de café de la cafetière qui semblait perpétuellement en marche. « On dirait que tu as vu un fantôme, gamin », a dit Ernesto en s'installant sur la chaise en face de moi. « Que s'est-il passé là-bas »
J'ai ouvert la bouche pour parler, puis je l'ai refermée. Comment pouvais-je expliquer ce que j'avais vu? Ernesto penserait que j'étais fou, ou pire, que je ne supportais pas l'isolement du travail. Je serais réaffecté, peut-être même renvoyé. Tous mes rêves de devenir garde forestier s'évaporeraient parce que j'avais vu quelque chose qui n'était pas censé exister. J'ai juste eu une rencontre rapprochée avec ce qui aurait pu être un ours, ai-je finalement dit, le mensonge ayant un goût amer dans ma bouche. Ça m'a secoué. Ça va maintenant. Ernesto m'a étudié pendant un long moment, ses yeux gris perçants malgré son âge. Les dégâts à la cabane, tu les as documentés? Oui, ai-je dit, reconnaissant du changement de sujet. J'ai sorti mon appareil photo et mon carnet, pris des photos et des mesures, fait quelques moulages d'empreintes. Elles sont inhabituelles. Ça pourrait être un gros ours, mais les traces ne correspondent à aucun signe d'ours que j'ai vu auparavant. Ernesto a feuilleté le carnet, son expression indéchiffrable. Il a regardé les mesures, les croquis, les notes détaillées que j'avais prises. Quand il est arrivé à la description des empreintes, 43 cm de long, forme humanoïde, pas de marque de griffes, il est devenu très silencieux. « Ces mesures sont précises ?» a demandé Ernesto à voix basse. « Oui, monsieur, je les ai vérifiées 3 fois. » Ernesto a fermé le carnet et me l'a rendu. « Rédige ton rapport, documente tout ce que tu as vu. Mais Ricardo, il a fait une pause, semblant choisir ses mots avec soin. Ici, dans ces forêts, on voit parfois des choses qui ne cadrent pas parfaitement avec ce qu'on a appris à l'école. La meilleure chose à faire est de le documenter professionnellement et de garder l'esprit ouvert. » Il y avait quelque chose dans le ton d'Ernesto qui m'a fait lever brusquement les yeux. Le visage du vieux garde était soigneusement neutre, mais ses yeux contenaient autre chose, peut-être de la reconnaissance ou de la compréhension. « Avez-vous déjà... » ai-je commencé à demander, puis je me suis arrêté. Ernesto s'est levé, étirant son dos avec un craquement audible. « Je suis garde forestier dans ces bois depuis 32 ans, gamin. J'ai vu beaucoup de choses. Certaines ont fini dans des rapports officiels, d'autres non. » Il s'est arrêté à la porte, la main sur le cadre. « Repose-toi un peu. Et Ricardo, si jamais tu revois quelque chose d'inhabituel, tu peux m'en parler, officieusement. » Après le départ d'Ernesto, je suis resté seul au poste, fixant mon carnet. Le rapport officiel que je devrais soumettre ne mentionnerait pas ce que j'avais vraiment vu. Il parlerait de dégâts matériels et d'empreintes inhabituelles, possiblement d'un gros ours. Mais dans mon journal personnel, enfermé dans le tiroir de mon bureau, j'ai écrit chaque détail de ma rencontre pendant qu'elle était encore fraîche dans mon esprit. J'ai décrit la taille de la créature, ses mouvements, la façon dont elle m'avait observé avec ce qui semblait être de l'intelligence plutôt que de la curiosité animale. J'ai fait un croquis de ce que j'avais vu, essayant de capturer la forme de son visage, la largeur de ses épaules, la façon dont elle s'était déplacée dans la forêt avec une grâce impossible malgré sa taille. Cette nuit-là, allongé dans ma petite cabane sur le terrain du poste des gardes, je n'ai pas pu dormir. Chaque son de la forêt semblait amplifié, chaque craquement de branches, chaque bruissement de feuilles. Mais ce n'était pas la peur qui me tenait éveillé. Pas entièrement. C'était autre chose, de l'émerveillement. Quoi que j'ai vu là-bas, c'était réel. Cela existait dans ces forêts, vivant sa vie dans l'ombre, évitant le contact humain. Et d'une manière ou d'une autre, pendant quelques minutes seulement, j'avais eu le privilège d'en être témoin. Je ne le savais pas encore, mais cet après-midi d'octobre allait changer tout le cours de ma vie. La créature que j'avais vue, celle qui n'était pas censée exister, celle qui ne vivait que dans les légendes et les histoires de feux de camp, allait devenir le centre des 38 prochaines années de ma vie. Et pendant ce temps, j'allais apprendre ses secrets,
découvrir pourquoi elle se cachait des humains avec une telle détermination, et cette connaissance me briserait le cœur. Pendant 3 semaines après cette première rencontre, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce que j'avais vu. À chaque moment libre, je sortais mon carnet de terrain, étudiant les croquis que j'avais faits, revoyant les mesures de ces empreintes impossibles. Les moulages en plâtre reposaient sur mon bureau comme la preuve de quelque chose que la partie rationnelle de mon cerveau voulait encore nier. Je me suis plongé dans la recherche. Pendant mes jours de congé, je conduisais jusqu'à la bibliothèque de l'Université de Washington à Seattle, passant des heures dans les sections d'anthropologie et de zoologie. J'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver sur la faune du nord-ouest du Pacifique, les légendes autochtones et oui, même les documents marginaux sur les observations de Bigfoot. Ce que j'ai trouvé était un mélange de canulars évidents, de mystères authentiques et de traditions amérindiennes qui parlaient de Sasquatch ou des soi-disant hommes sauvages des bois qui évitaient le contact humain. Les tribus Lumi, Snoqualmie et d'autres peuples de la côte Salish avaient des histoires remontant à des générations sur ces créatures. Ce n'étaient pas des monstres dans leur tradition, c'étaient des êtres à respecter, à éviter, à laisser en paix. Ils restent entre eux, disait un récit que j'ai lu. Ils ne veulent pas de notre monde, et nous ne devrions pas vouloir du leur. Mais je voulais en savoir plus. Pas pour capturer ou exposer la créature, mais pour quelque chose de plus profond. Je voulais comprendre ce qu'elle faisait dans ces bois. Était-elle seule? Comment était-elle restée cachée si longtemps? Et plus urgemment, la reverrai-je un jour? La réponse est venue le 7 novembre 1986. J'avais commencé à varier mes itinéraires de patrouille pour passer plus souvent près de cette cabane de chasse. Pas tous les jours, je ne voulais pas établir un schéma évident qui pourrait soulever des questions de la part d'Ernesto ou des autres gardes. Mais 2 ou 3 fois par semaine, je trouvais une raison légitime d'être dans cette zone. Vérifier les préparatifs pour l'hiver, documenter les conditions avant la neige, surveiller les chasseurs de début de saison qui pourraient empiéter. C'était un vendredi après-midi gris, le genre de jour où les nuages pendaient si bas qu'ils semblaient s'emmêler dans la cime des arbres. Une légère bruine tombait depuis le matin, transformant le sol de la forêt en un tapis de feuilles mouillées qui étouffait le son. J'étais à environ un demi-kilomètre de la cabane, en train de documenter des traces d'élan, quand j'ai de nouveau entendu le son. Cette même vocalisation basse et résonnante qui m'avait glacé le sang 3 semaines plus tôt. Mais cette fois, je n'ai pas couru. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. L'adrénaline inondait mon système, mais je suis resté immobile. Lentement, prudemment, je me suis redressé de ma position accroupie. Ma main est allée vers la bombe de gaz poivré sur ma ceinture, mais je ne l'ai pas sortie. Au lieu de cela, je suis simplement resté là à attendre. Le son est revenu, plus proche cette fois, peut-être à une 50aine de mètres, provenant d'un épais bosquet de jeunes sapins et de ronces. Je pouvais entendre quelque chose de grand se déplacer dans les sous-bois, brisant des branches, faisant bruisser le feuillage humide. « Je ne te ferai pas de mal », ai-je dit à voix haute, ma voix sonnant étrange dans la forêt silencieuse. Je me sentais ridicule de parler à ce qui pourrait être le vent ou un ours, mais quelque chose dans mon instinct me disait d'essayer. Je suis juste ici pour faire mon travail. Je ne suis pas une menace. Le mouvement s'est arrêté. La forêt est devenue silencieuse, à l'exception du doux clapotis de la pluie sur les feuilles. Puis, lentement, les branches se sont écartées et il était de nouveau là. Dans la lumière grise du jour, même filtrée par la pluie et la brume, je pouvais le voir beaucoup plus clairement que lors de cette première rencontre au crépuscule. La créature se tenait à la lisière du bosquet à une 40aine de mètres, partiellement cachée, mais bien visible. Elle était aussi massive que dans mon souvenir.
mesurant probablement 2,60 m, avec des épaules qui devaient faire 1,20 m de large. Son corps était couvert d'un pelage brun foncé, plus long autour des épaules et de la tête, plus court sur les bras et la poitrine. Le visage était à la fois humain et non humain, un nez large et plat, une arcade sourcilière proéminente, des lèvres plus prononcées que celles d'un gorille, mais moins que celles d'un humain, et les yeux, des yeux sombres et intelligents qui m'observaient avec ce que je ne peux décrire que comme une curiosité prudente. Nous sommes restés là sous la pluie, à nous regarder. J'ai remarqué des détails que j'avais manqués dans la panique de la première rencontre. Les mains de la créature étaient énormes, avec des doigts épais et ce qui ressemblait à des ongles plutôt qu'à des griffes. Ses pieds, partiellement visibles dans les sous-bois, correspondaient aux empreintes que j'avais moulées, larges, plats, étonnamment similaires à ceux des humains dans leur structure. Il respirait lourdement, sa poitrine massive se soulevant et s'abaissant. Je pouvais voir la pluie frapper son pelage, s'écoulant en filets. Il semblait m'évaluer, essayant de décider quelque chose. Très lentement, en essayant de ne pas faire de mouvements brusques, je me suis assis sur une bûche tombée. Je voulais paraître non menaçant, montrer que je n'allais ni poursuivre ni attaquer. J'ai gardé mes mains visibles, loin de la bombe de gaz poivré. « Je t'ai déjà vu », ai-je dit doucement, ne sachant pas si parler aidait ou nuisait. Près de la cabane, j'espérais te revoir. La tête de la créature s'est légèrement inclinée, me rappelant étrangement un chien essayant de comprendre la parole humaine. Comprendait-il mes mots ou répondait-il simplement au ton de ma voix ? J'ai lentement glissé la main dans la poche de ma veste et j'ai sorti une pomme, une partie de mon déjeuner que je n'avais pas mangé. Sans me lever, sans faire de mouvement agressif, je l'ai doucement lancé sur le sol, à peu près à mi-chemin entre nous. « Je ne sais pas si tu manges ce genre de choses, » ai-je dit, « mais si c'est le cas, serre-toi. » Pendant un long moment, rien ne s'est passé. La créature a regardé la pomme, puis moi, puis de nouveau la pomme. Je pouvais presque voir le processus de pensée se dérouler. Était-ce un piège, une ruse que voulait cet étrange humain? Puis, avec des mouvements étonnamment gracieux pour quelque chose d'aussi grand, il s'est avancé. Pas jusqu'à la pomme, il s'est arrêté à environ 3 mètres d'elle. Puis, il a fait quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Il a de nouveau vocalisé, mais différemment cette fois. Pas le son bas et résonnant d'avant, mais une série de sons plus courts, presque comme des clics ou des grognements doux. Il communiquait quelque chose, bien que je n'ai aucune idée de quoi. « Je ne comprends pas, » ai-je admis, « mais j'écoute. » La créature s'est penchée et j'ai réalisé pour la première fois qu'elle portait quelque chose. Du bosquet d'où elle avait émergé, elle a ramassé ce qui ressemblait à une branche, avec plusieurs grappes de myrtilles encore attachées. D'un mouvement clairement délibéré, elle a posé la branche sur le sol, puis a reculé. Mon souffle s'est coupé. Il rendait l'appareil. J'avais offert de la nourriture, et il offrait de la nourriture en retour. « Merci », ai-je dit, ma voix se brisant légèrement. « C'est... merci. » Nous sommes restés ainsi pendant ce qui a dû être 10 minutes, bien que cela ait semblé à la fois plus long et plus court. La créature s'est finalement approchée, a saisi la pomme avec une vitesse surprenante et s'est retirée vers le bosquet. Elle n'a pas mangé la pomme tout de suite. Au lieu de cela, elle l'a tenue, l'examinant, la portant à son nez pour la sentir. Puis, avec un dernier long regard vers moi, elle a tourné les talons et a disparu dans la forêt. Je l'ai entendue s'éloigner, le son de ses pas s'estompant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que la pluie et le vent. Je suis resté assis sur cette bûche pendant encore 20 minutes, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Quand je me suis enfin levé, mes jambes étaient tremblantes. J'ai marché jusqu'à l'endroit
où la créature avait laissé la branche de myrtille et je l'ai soigneusement ramassée. Les baies étaient fraîches, parfaitement mûres. J'en ai mangé une. Elle était douce et délicieuse. Cette nuit-là, j'ai ajouté une autre entrée à mon journal privé, documentant chaque détail de la rencontre. Mais j'ai aussi commencé une nouvelle section, un journal des interactions, car je savais d'une manière ou d'une autre que ce ne serait pas la dernière fois. J'avais raison. Au cours des 3 mois suivants, j'ai rencontré la créature 6 autres fois. Jamais au même endroit, jamais à la même heure de la journée, mais toujours à peu près dans la même zone de la forêt, un territoire d'environ 20 km² autour de cette cabane de chasse. Le schéma qui s'est dessiné était fascinant. La créature semblait surveiller mes mouvements, gardant une trace de quand et où je patrouillais. Parfois, je l'entendais avant de la voir, cette vocalisation distinctive que je commençais à reconnaître. D'autres fois, je sentais simplement que j'étais observé et j'apercevais un bref aperçu d'elle, regardant de loin. J'ai commencé à apporter des offrandes chaque fois que je patrouillais dans cette zone. Des pommes, des barres de céréales, parfois les restes de sandwich de mon déjeuner. Je les laissais sur des souches ou des rochers dans des endroits où j'avais vu des signes de la présence de la créature. Elles avaient toujours disparu lors de ma patrouille suivante et la créature laissait des choses en retour. Pas à chaque fois, mais assez souvent pour que je reconnaisse que c'était intentionnel. Des pierres intéressantes, des pommes de pin disposées en petits tas, une fois un nid d'oiseaux parfait qui était tombé d'un arbre. Elle essayait de communiquer, d'établir une sorte de relation. Fin janvier 1987, quelque chose de remarquable s'est produit. J'étais en patrouille venant de déposer une de mes offrandes habituelles, quelques barres protéinées et une orange, quand j'ai entendu un mouvement derrière moi. Je me suis retourné lentement et il était là, à moins de 6 mètres. Mais cette fois, il n'a pas gardé ses distances. Il s'est approché, s'arrêtant à environ 3 mètres de moi, assez près pour que je puisse voir la texture de son pelage, la façon dont sa poitrine bougeait à chaque respiration, les détails incroyables de son visage. Nous nous sommes regardés et j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui a tout changé. Pas seulement de l'intelligence, ça je l'avais déjà reconnu, mais quelque chose de plus profond, de la tristesse peut-être, une lassitude née de l'expérience. Ce n'était pas juste un animal essayant de déterminer si j'étais une menace, c'était un être pensant, un être qui avait appris à craindre mon espèce, essayant de décider si j'étais différent. « Je ne te ferai pas de mal », ai-je dit doucement. « Et je ne parlerai de toi à personne. Tu as ma parole. » Je ne sais pas s'il a compris mes mots, mais il a semblé comprendre mon intention. Il s'est penché, a ramassé les barres protéinées avec soin, presque délicatement malgré ses mains massives, et a émis un son. Pas la vocalisation d'avertissement, pas les clics curieux, autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à de l'appréciation. Puis, il a fait quelque chose qui m'a mis les larmes aux yeux. Il a tendu une main énorme et a doucement touché le tronc d'un arbre voisin, puis m'a regardé et a touché sa propre poitrine. Il me montrait quelque chose. La forêt était sa maison, sa poitrine, lui-même. Il me disait qui il était par rapport à cet endroit. J'ai imité le geste, touchant l'arbre, puis ma propre poitrine. « C'est ta maison », ai-je dit. « Je comprends. Je respecterai ça. » La créature m'a observé un instant de plus, puis a tourné les talons et s'est éloignée. Mais avant de disparaître dans les arbres, elle a jeté un regard en arrière. Et j'aurais pu jurer. Je sais que ça semble impossible, mais j'aurais pu jurer qu'elle s'assurait que j'étais toujours là, que je regardais toujours. C'est le moment où tout a changé. C'est là que la simple curiosité d'un garde forestier s'est transformée en quelque chose de plus. Un engagement, une promesse, une amitié.
si une telle chose pouvait exister entre des espèces si différentes, et pourtant, d'une certaine manière, pas si différentes du tout. Je n'avais aucune idée à l'époque que cette relation s'étendrait sur des décennies. Je n'avais aucune idée que j'apprendrais un jour l'histoire de cette créature, que je comprendrais ses peurs, que je découvrirais la sombre vérité sur ce que les humains avaient fait pour pousser son espèce à se cacher. Tout ce que je savais à ce moment-là, c'est qu'on m'avait confié quelque chose de précieux, un secret, une connexion avec quelque chose que le monde pensait ne pas exister. Et j'étais déterminé à le protéger, quoi qu'il m'en coûte. Les années qui suivirent m'apprirent une patience que je ne me connaissais pas. Bâtir la confiance avec une créature qui avait toutes les raisons de craindre les humains n'était pas une question de semaines ou de mois. Ce furent des années d'interaction constante et imprudente. Au printemps 1987, j'avais établi une routine. 3 fois par semaine, je me rendais dans ce que j'avais commencé à considérer comme notre territoire, cette zone de 20 km² de forêt où la créature semblait vivre. J'apportais de la nourriture, toujours variée, des fruits frais, des légumes, des noix, parfois de la viande séchée ou du poisson. J'ai appris par essai et erreur ce qu'elle préférait. Les pommes étaient toujours un succès, les baies de toutes sortes. Elle semblait particulièrement apprécier le saumon, ce qui n'est pas surprenant étant donné que nous étions dans le nord-ouest du Pacifique. Je laissais les offrandes à des endroits spécifiques et avec le temps, la créature a commencé à me retrouver à ces endroits. Pas à chaque fois, mais de plus en plus souvent. Parfois, elle m'observait de loin. D'autres fois, elle s'approchait, prenait la nourriture et laissait quelque chose en retour. Toujours ces petits cadeaux, des roches intéressantes, des coquillages de la rivière, une fois une parfaite paire de bois de serre qu'elle avait dû trouver. Mais la véritable percée est arrivée en juin de cette année-là. J'étais arrivé à l'un de nos lieux de rendez-vous habituels, une petite clairière près d'un ruisseau qui traversait la forêt. J'avais apporté un sac plein de pommes, quelques carottes et un gros saumon que j'avais pêché ce matin-là dans le fleuve Columbia. J'étais en train de disposer la nourriture sur un rocher plat quand j'ai entendu le son désormais familier de pas lourds approchant. La créature a émergé de la lisière de la forêt, mais cette fois, elle n'était pas seule. Mon cœur a failli s'arrêter. Derrière le grand mâle que je rencontrais, j'avais déterminé que c'était un mâle d'après sa taille et sa carrure. Se tenait une silhouette plus petite, toujours grande selon les normes humaines, peut-être 2,10 m, avec un pelage légèrement brun-roux au lieu de brun foncé. Elle se tenait en retrait, partiellement cachée derrière la plus grande créature, m'observant avec une nervosité évidente. « Tu as amené quelqu'un » ai-je dit doucement, gardant ma voix calme malgré mon pouls qui s'accélérait. « C'est d'accord. Il y a beaucoup de nourriture. » La plus grande créature, j'avais commencé à l'appeler le vieux loup, bien que je n'ai jamais prononcé ce nom à voix haute, a émis une série de vocalisations douces vers la plus petite. Cela ressemblait presque à des encouragements ou à des paroles rassurantes. La communication entre eux était claire, même si je ne pouvais pas en comprendre les détails. Lentement, le vieux loup s'est approché du rocher où j'avais disposé la nourriture. Il a ramassé le saumon, son préféré, mais au lieu de le manger ou de l'emporter, il s'est retourné et l'a offert à la plus petite créature. Une femelle, ai-je réalisé en observant l'interaction. Sa compagne, peut-être, ou une sœur. Elle s'est approchée avec prudence, les yeux ne me quittant jamais. Quand elle fut à environ 5 mètres, le vieux loup a émis un autre son doux, et elle a rapidement pris le saumon de ses mains et s'est retirée vers la lisière de la forêt. Mais elle n'est pas partie complètement. Elle est restée au bord de la clairière, observant pendant que le vieux loup ramassait quelques pommes et carottes. Avant de partir, le vieux loup a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant.
Il s'est assis là, dans la clairière, à environ 6 mètres de moi. Il a commencé à manger une des pommes, me regardant tout en le faisant. J'ai compris ce qu'il faisait. Il montrait à la femelle que j'étais inoffensif, que cet humain pouvait être digne de confiance. C'était le geste de confiance le plus profond qu'il m'ait montré jusqu'à présent. Je me suis assis aussi sur une bûche de mon côté de la clairière et nous avons mangé ensemble dans un silence amical. J'ai mangé une barre énergétique de mon sac à dos pendant qu'il s'occupait de 3 pommes. La femelle s'est finalement aventurée assez près pour attraper quelques carottes avant de se retirer à nouveau. Ce jour-là a marqué un tournant. Au cours des mois suivants, j'ai rencontré la femelle plusieurs autres fois. Elle était plus craintive que le vieux loup, gardant toujours ses distances. Mais elle s'habituait à ma présence et j'ai commencé à comprendre quelque chose de profond. Ces créatures avaient une structure sociale, des relations, peut-être même des familles. Alors que 1987 se transformait en 1988, puis en 1989, ma relation avec le vieux loup s'est approfondie de manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Il a commencé à me montrer des choses, pas seulement à accepter de la nourriture, mais à essayer réellement de communiquer des idées plus complexes. Un jour, à l'automne 1989, il m'a emmené plus profondément dans la forêt que je n'étais jamais allé dans cette zone. Je l'ai suivi à une distance respectueuse, curieux mais prudent. Nous avons marché peut-être 20 minutes avant d'atteindre une petite grotte, à peine visible derrière un rideau de mousse et de fougères suspendues. Le vieux loup s'est arrêté à l'entrée et a fait un geste vers elle. Un « regarde ça » sans équivoque. Je me suis approché lentement et j'ai regardé à l'intérieur. La grotte était petite, peut-être 3 mètres de profondeur, mais sèche et abritée. Et à l'intérieur se trouvaient des choses qui m'ont coupé le souffle. Des piles soigneusement organisées de nourriture, des noix, des baies séchées, des racines, un lit de fougères et de mousse douce, et le plus étonnant de tout, des outils rudimentaires mais indubitables, des roches qui avaient été façonnées à des fins spécifiques, des bâtons lissés par l'usage. « C'est ta maison », ai-je dit en regardant le vieux loup. « Tu me montres où tu vis. » Il a émis un son doux, que j'avais appris à reconnaître comme une affirmation. Mais il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait presque à de la vulnérabilité. Il me confiait son secret le plus vital, où il était le plus vulnérable, où il dormait, où il gardait ses provisions. Je me suis immédiatement éloigné de l'entrée de la grotte. « Merci de me l'avoir montré », ai-je dit. « Je ne le dirai à personne et je ne viendrai jamais ici sans toi. Tu as ma parole. » Au cours des années suivantes, notre lien a continué de grandir. J'ai appris à lire ses vocalisations, à comprendre les subtiles différences de ton et de hauteur qui transmettaient différentes significations. Il a appris à reconnaître le son du moteur de mon véhicule, m'attendant souvent à mon arrivée. Nous avons développé notre propre forme de communication, un mélange de vocalisation, de gestes et d'intuition. En 1995, je rencontrais le vieux loup depuis 9 ans. Pendant ce temps, j'avais vu la femelle. J'avais commencé à l'appeler Luna, mais encore une fois seulement dans ma tête, des dizaines de fois. J'avais été témoin de ce que je croyais être des comportements de cour entre eux. J'avais vu le vieux loup lui apporter des cadeaux de nourriture, je les avais vus s'asseoir ensemble au bord des clairières pendant que je déposais des offrandes. Et puis, au printemps 1995, quelque chose d'incroyable s'est produit. Je suis arrivé à l'un de nos lieux de rendez-vous pour trouver le vieux loup qui attendait, mais il était agité, faisant les 100 pas, émettant des sons que je n'avais jamais entendus auparavant. Urgent, presque angoissé. Ma première pensée a été qu'il était blessé ou que Luna était blessée. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé, immédiatement inquiet. « Tu vas bien ?»
Est-ce que Luna va bien? Il s'est déplacé vers moi, puis s'est éloigné, puis est revenu. Il essayait de me faire le suivre. Sans hésiter, je l'ai fait. Il m'a conduit sur un sentier à travers la forêt, se déplaçant plus vite que d'habitude, mais jetant fréquemment des regards en arrière pour s'assurer que je suivais. Nous avons marché peut-être 15 minutes avant qu'il ne me mène à un petit bosquet de cèdres. Et là, niché dans un nid de fougères et de mousse, se trouvait Luna. Et dans ses bras, à peine visible contre son pelage roux, se trouvait le plus petit Sasquatch que j'ai jamais vu. Un bébé. Ils avaient un bébé. Je me suis arrêté net, submergé par l'émotion. Luna m'a regardé avec des yeux qui contenaient à la fois de la protection et autre chose. Peut-être l'espoir que je réagirais de manière appropriée à ce moment. « Mon Dieu !» ai-je murmuré. « Vous avez un bébé. » Le nourrisson ne pouvait pas avoir plus de quelques jours. Ses yeux étaient à peine ouverts, et il s'accrochait à Luna avec de minuscules mains qui étaient des miniatures parfaites de celles de ses parents. Son pelage était plus clair que celui de ses deux parents, presque brun doré. Le vieux loup s'est déplacé pour se tenir entre moi et sa famille, pas de manière agressive, mais protectrice. Il a émis un son doux, et j'ai compris ce qu'il communiquait. « Regarde, mais n'approche pas. »« Je comprends, » ai-je dit, la voix étranglée par l'émotion. « Félicitations à vous deux, c'est merveilleux. » Je suis resté là peut-être 10 minutes, observant simplement à une distance respectueuse, pendant que Luna berçait son bébé, pendant que le vieux loup montait la garde. Puis, comprenant qu'on m'avait montré quelque chose de sacré, de privé, j'ai lentement reculé. Avant que je ne parte, le vieux loup m'a suivi sur une courte distance. Quand nous fûmes hors de portée de voix de Luna et du bébé, il a fait quelque chose de remarquable. Il a posé une de ses mains massives sur le tronc d'un arbre, puis sur sa poitrine, le geste que nous avions établi des années auparavant pour « maison » ou « soi-même ». Puis il a pointé vers l'endroit où se trouvait sa famille et a émis le son le plus doux et le plus tendre que je l'ai jamais entendu faire. Il me parlait de sa famille, de ce qu'il signifiait pour lui, d'amour dans une langue qui transcendait les espèces. « Je les protégerai », ai-je promis. « Je vous protégerai tous, toujours. » Et j'ai tenu cette promesse de toutes les fibres de mon être. Au cours des mois et des années qui ont suivi, j'ai vu ce bébé grandir. Je l'ai vu faire ses premiers pas chancelants. Je l'ai vu apprendre à chercher de la nourriture. J'ai vu le vieux loup lui apprendre quelle plante était comestible, comment attraper du poisson dans les ruisseaux. C'était comme avoir une fenêtre sur un monde qui ne devrait pas exister, un secret que la forêt avait gardé pendant des milliers d'années. La petite, je pensais à elle comme à la petite étoile, bien que j'ai appris plus tard qu'elle était en fait une femelle, était curieuse de moi d'une manière que ses parents ne l'avaient jamais tout à fait été. À l'âge de 2 ans, elle s'approchait beaucoup plus près que Luna ne l'avait jamais fait, bien que toujours sous le regard vigilant de ses parents. Mais au fil des ans, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'inquiétant. Le vieux loup montrait des signes de traumatisme que je n'avais pas reconnus auparavant. Parfois, quand j'arrivais pour nos rencontres, je le trouvais agité, faisant les 100 pas, émettant des sons angoissés. Il me conduisait dans des zones de la forêt où il y avait des signes d'activité humaine, de vieux campements, des déchets laissés derrière, une fois même un affût de chasse qui avait été construit dans un arbre. Il me montrait des intrusions sur son territoire. Et plus que ça, il semblait essayer de me dire quelque chose sur les humains, sur la raison pour laquelle lui et son espèce restaient cachés sur ce qui les avait rendus si craintifs. Il faudrait encore de nombreuses années avant que je comprenne toute la vérité, avant que le vieux loup ne me révèle enfin la sombre raison pour laquelle les Sasquatch évitent les humains avec une telle détermination. Mais à la fin des années 90, je savais que j'étais sur le point de découvrir quelque chose de profond et de déchirant. Quelque chose qui changerait tout ce que je pensais savoir sur la relation entre les humains
et ses magnifiques créatures. Le tournant du millénaire a apporté des changements à la forêt nationale de Mount Baker Snoqualmie. Plus de randonneurs, plus de touristes, plus de gens cherchant à s'évader dans une nature sauvage, autrefois relativement isolée. Pour moi, désormais au début de la quarantaine et garde forestier principal, cela signifiait plus de patrouilles, plus de réglementations à appliquer et plus de risques de rencontres entre humains et Sasquatch qui pourraient terriblement mal tourner. Je suis devenu hyper vigilant concernant le territoire du Vieux Loup, trouvant toujours des raisons de patrouiller cette zone plus fréquemment. Si je voyais des signes de camping ou de chasse illégaux près de l'endroit où je savais que lui et sa famille passaient du temps, je mettais fin à cela immédiatement, inventant parfois des infractions pour faire partir les gens. Mes collègues pensaient probablement que j'étais trop zélé, mais je m'en fichais. J'avais un secret à protéger. En 2003, la petite étoile, j'avais appris qu'elle était bien une femelle en atteignant la maturité, avait 8 ans et était presque aussi grande que Luna. Elle était devenue assez à l'aise avec moi pour s'approcher parfois à portée de bras, bien que je n'ai jamais essayé de la toucher. Cette limite semblait sacrée, quelque chose à ne pas franchir, même après 17 ans de confiance établie. C'est durant cet été-là que tout a changé, que j'ai enfin appris la vérité que j'avais pressentie, mais que je ne pouvais pas tout à fait saisir. Je suis arrivé à notre lieu de rendez-vous habituel par un chaud après-midi de juillet, transportant une glacière remplie de saumon frais et de baies. Le vieux loup était là, mais quelque chose n'allait pas. Il était assis par terre, voûté, émettant de faibles sons de chagrin que je n'avais jamais entendus auparavant. « Loup !» ai-je appelé, laissant tomber la glacière et me dirigeant vers lui sans réfléchir. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es blessé. » Il a levé les yeux vers moi, et ce que j'ai vu dans son regard m'a arrêté net. Pas de douleur physique, quelque chose de plus profond, une angoisse émotionnelle, des souvenirs qui refaisaient surface et qu'il avait gardés enfouis. Il s'est levé lentement et pour la première fois en toutes nos années ensemble, il est venu directement vers moi. Il s'est approché à moins de 2 mètres, plus près qu'il ne l'avait jamais été. Puis, il a fait quelque chose qui m'a coupé le souffle. Il m'a tourné le dos et a levé son bras gauche. Son pelage, qui était habituellement lisse et épais, était perturbé le long de son flanc gauche. Et en dessous, visible à travers les poils plus fins, il y avait des cicatrices, de profondes et anciennes cicatrices qui couraient en ligne parallèle le long de ses côtes et sur son dos. Elles étaient partiellement cachées par le pelage qui avait repoussé par-dessus, mais une fois qu'on savait où regarder, elles étaient indubitables. « Mon Dieu !» ai-je murmuré. « Loup, que t'est-il arrivé ?» Il s'est retourné pour me faire face et a commencé à communiquer d'une manière qu'il n'avait jamais utilisée auparavant. Utilisant des gestes, des vocalisations et une forme de pantomime, il a commencé à me raconter son histoire. Il s'est pointé du doigt, puis a tenu sa main près du sol, indiquant qu'il avait été jeune. Puis il a levé les 2 mains, les doigts écartés, représentant de nombreuses personnes. Un groupe, une famille. Mon cœur a commencé à se serrer alors que je comprenais. Il avait eu une famille avant Luna, avant que je ne le rencontre. Il a fait des mouvements de marche avec ses doigts, montrant un déplacement à travers la forêt. Puis, il s'est arrêté et s'est accroupi, se faisant petit, se cachant. Il a pointé ses yeux, puis a fait un geste vers l'extérieur, observant. Puis, il a formé ses mains en forme de fusil. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Des chasseurs !» ai-je dit. « Des chasseurs ont trouvé ta famille. » Il a émis un son affirmatif, mais il y avait tant de douleur dedans que des larmes me sont montées aux yeux. Il a continué son histoire, me montrant par des gestes ce que les mots ne pouvaient pas transmettre. Sa famille avait été attaquée. Et il avait été jeune, peut-être l'équivalent d'un adolescent. Il avait observé depuis sa cachette pendant que les chasseurs
Il a montré plusieurs silhouettes, peut-être 4 ou 5, avait acculé sa famille. Il m'a montré la course, il m'a montré le son des coups de feu qui claquaient brusquement. Il m'a montré qu'il tombait, qu'il était touché. Sa main a tracé le long de ses cicatrices sur son flanc. « Ils t'ont tiré dessus », ai-je dit, la voix brisée. « Ils t'ont tiré dessus ». Il a hoché la tête, un geste qu'il avait appris en m'observant au fil des ans. Puis, il m'a montré qu'il faisait le mort, restant immobile pendant que les chasseurs s'approchaient. Il a fait des gestes des chasseurs, examinant quelque chose, parlant, discutant peut-être, puis partant. Il avait survécu en faisant le mort. Mais sa famille, les énormes épaules du vieux loup se sont mises à trembler. Il a poussé un cri de chagrin si profond que je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai fait un pas de plus et j'ai posé ma main sur un arbre voisin, le geste que nous utilisions pour dire « Je suis là, je comprends ». Il m'a regardé avec des yeux remplis d'une douleur ancienne et a continué. Il m'a montré qu'il restait caché, observant depuis l'ombre, pendant que d'autres humains arrivaient. Différent cette fois, il a fait un geste vers des vêtements qui semblaient officiels, peut-être des uniformes. Ils avaient emporté les corps, tout couvert, tout fait disparaître. C'est pour ça que tu te caches, ai-je dit, la pleine compréhension m'envahissant. C'est pour ça que vous vous cachez tous, parce que nous vous chassons, parce que nous vous avons toujours chassé. Il a émis un autre son affirmatif, mais ensuite, il a fait autre chose. Il a formé ses mains en des formes que j'avais vues auparavant. De petites formes, des formes moyennes, de grandes formes. Il me montrait différents groupes, différentes familles. Puis il les a montrés disparaître un par un, devenant plus petits et moins nombreux. Il n'en reste plus beaucoup de vous, n'est-ce pas ? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Il a levé les deux mains, les doigts écartés, puis les a fermés en poing. Il les a rouvertes, montrant moins de doigts, puis encore moins. Encore et encore, me montrant des populations en déclin. Son espèce était en train de disparaître, chassée, repoussée de ses territoires à mesure que les humains s'étendaient dans tous les recoins de la nature sauvage. « Il y a combien de temps ?» ai-je demandé. « Il y a combien de temps as-tu perdu ta famille ?» Il m'a montré les saisons qui passent, le geste qu'il utilisait pour les années, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il a continué, 7 fois, 8, 9 fois. Il m'a montré le cycle des saisons 9 ans avant que je ne le rencontre. Il avait vécu seul, traumatisé et se cachant pendant près d'une décennie avant ce jour de 1986 où il m'avait observé enquêter sur la cabane de chasse. Il avait observé les humains, essayant de comprendre si l'un de nous pouvait être digne de confiance, si l'un de nous était différent de ceux qui avaient détruit sa famille. Et d'une manière ou d'une autre, il avait décidé de tenter sa chance avec moi. « Je suis tellement désolé », ai-je dit, des larmes coulant maintenant sur mon visage. « Je suis tellement désolé pour ce qu'ils t'ont fait. » pour ce que mon espèce a fait à la tienne. Le vieux loup a émis un son doux et a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a tendu une main massive et a doucement touché mon épaule, juste un instant, puis s'est retiré. Mais dans ce geste, il y avait du pardon, de la compréhension, la reconnaissance que j'étais différent, que tous les humains n'étaient pas les mêmes. Il s'est pointé du doigt, puis Luna, et m'a montré la taille de la petite étoile à sa naissance. Il avait trouvé Luna des années après l'attaque, tous deux seuls, tous deux survivants. Ils avaient formé une nouvelle famille, trouvé un moyen de continuer à vivre malgré le traumatisme et la peur. Mais les cicatrices restaient, les souvenirs restaient. La terreur qui les poussait plus profondément dans la nature sauvage en déclin restait. Au cours des visites suivantes, le vieux loup en a révélé davantage. Il m'a montré d'autres signes qu'il avait trouvés dans la forêt au fil des ans. Des douilles usées, du matériel cassé,
des endroits où d'autres de son espèce avaient été chassés. Il m'a emmené dans une vallée cachée plus profondément dans les montagnes où il a dit que d'autres se rassemblaient parfois. Une sorte de sanctuaire. Bien qu'il m'ait montré qu'il devenait de plus en plus difficile à atteindre à mesure que les routes et le développement se rapprochaient, il m'a montré des photographies. Oui, des photographies. Cachées dans un récipient étanche dans sa grotte, se trouvaient de vieilles coupures de journaux et des photos qu'il avait collectées au fil des ans. La preuve que son espèce était chassée, exposée comme des trophées, traitée comme des monstres, plutôt que comme les êtres intelligents et pacifiques qu'ils étaient. Les coupures dataient des années 60 et 70, jaunies par le temps. Des titres sur des expéditions de chasse au Bigfoot et des primes pour les Sasquatch, des photos d'hommes armés souriant en posant dans la forêt. Certains articles décrivaient des créatures qui avaient été tuées, bien que les corps aient toujours été mystérieusement perdus ou confisqués par les autorités. « Ils vous chassent pour le sport », ai-je dit en regardant les preuves qu'il avait soigneusement préservées. « Pour des trophées, pour des preuves, pour de l'argent. » Il a hoché la tête, puis m'a montré autre chose. Des gestes indiquant la capture, des cages, des laboratoires. Certains de son espèce n'avaient pas seulement été chassés et tués, ils avaient été capturés, emmenés vivants. Il ne savait pas où, ni par qui, mais il savait que c'était arrivé. La peur de cela se transmettait à travers les familles restantes, une terreur qui les gardait nocturnes, silencieux, cachés. J'ai alors compris pourquoi Ernesto Campos avait réagi comme il l'avait fait toutes ces années auparavant quand il avait vu mon premier rapport. Pourquoi il m'avait dit que certaines choses ne finissaient pas dans les dossiers officiels. Il avait su. Peut-être même qu'il en avait vu la preuve lui-même. Le gouvernement ou des parties de celui-ci savaient que ces créatures existaient. Et pour des raisons que je ne pouvais que deviner, pour prévenir la panique, pour protéger les intérêts des entreprises, pour garder le contrôle sur le récit, ils gardaient le secret. Et dans ce secret, les Sasquatch n'avaient aucune protection, aucun droit, aucune reconnaissance de leur existence qui pourrait faire de leur meurtre un assassinat plutôt qu'une forme inhabituelle de chasse. « Je vous protégerai », ai-je de nouveau promis au vieux loup, mais cette fois avec une pleine compréhension de ce contre quoi je les protégeais. « Je garderai ton secret. Je veillerai sur ton territoire et j'apprendrai à la petite étoile à être prudente, à rester cachée, à survivre. » Il a de nouveau touché mon épaule, ce même geste doux. Puis il a rassemblé les coupures de journaux et les photos, les remettant soigneusement dans leur récipient étanche. La preuve d'un génocide que personne ne reconnaissait, la preuve d'une espèce systématiquement éliminée pendant que le monde prétendait qu'il n'existait pas. Quand j'ai quitté la forêt ce jour-là, j'ai senti le poids de ce que j'avais appris m'écraser. Pendant 17 ans, j'avais nourri un ami, construit une relation que je chérissais. Mais j'avais été naïf sur ce que cette amitié signifiait dans un contexte plus large. Le vieux loup n'avait pas seulement accepté ma nourriture et ma compagnie. Il m'avait enseigné, me préparant à comprendre, s'assurant qu'au moins un humain connaisse la vérité pour que peut-être, d'une manière ou d'une autre, cette vérité ne meure pas avec lui et son espèce. J'ai conduit chez moi en silence, mon esprit tourbillonnant de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Combien en restait-il ? Combien de temps avant qu'il ne disparaisse complètement? Que pouvait faire un seul garde forestier contre les forces qui les chassaient depuis des générations? Mais je savais une chose avec certitude. Je ferais ce que je pouvais pour le vieux loup, pour Luna, pour la petite étoile et pour tous les autres qui restaient cachés dans les forêts profondes. Ils méritaient d'exister. Ils méritaient d'être laissés en paix. Et je passerai le reste de ma carrière à m'assurer que dans ce coin de la nature sauvage au moins, ils seraient en sécurité. Les années passèrent, silencieuses mais lourdes. Je n'ai jamais parlé de l'histoire du vieux loup.
ni à ma femme, ni à mes plus proches collègues, ni même à Ernesto dans ses dernières années de service. Je n'étais pas seulement le secret pour le secret, je comprenais maintenant que parler de leur vérité avec négligence pourrait signifier l'extinction. Un mot de travers, et quelqu'un avec les mauvaises intentions pourrait retracer mes registres de patrouille, enquêter sur la région et détruire tout ce qui leur restait. En 2010, cela faisait 24 ans que je protégeais cette famille. 24 ans que je rencontrais la même silhouette imposante sous les cèdres, échangeant des offrandes, regardant la petite étoile passer d'une enfant curieuse à une jeune adulte puissante. Son pelage s'était assombri pour prendre une couleur rousse profonde, et elle se déplaçait avec une assurance qui ne pouvait venir que de parents qui lui avaient appris chaque sentier caché, chaque point d'eau douce, chaque odeur portée par le vent. Je l'ai vue apprendre à pêcher dans la rivière Lewis, tout comme j'avais vu des enfants apprendre à faire du vélo. Elle se faufilait silencieusement entre les rochers moussus, attrapant des saumons avec des mouvements si fluides qu'ils semblaient répétés, un art transmis de génération en génération. Le vieux loup regardait depuis la rive, le torse bombé, fier. Parfois, il me jetait un regard comme pour s'assurer que je voyais ce qu'il voyait. La preuve que sa lignée continuait malgré tout ce qui avait tenté de les effacer. À ce moment-là, je ne nourrissais plus seulement une créature, j'étais le témoin d'un héritage. Alors que le monde autour de nous changeait, de nouvelles routes, des appareils photos dans chaque main, plus de gens affluant dans la nature à la recherche d'expériences, j'ai commencé à craindre que le temps ne soit compté. Plus d'une fois, j'ai convaincu des randonneurs d'essayer un autre sentier, inventant des fermetures ou des risques de sécurité pour les tenir à l'écart. Quelquefois, j'ai intercepté des chasseurs, installant des affûts trop près du territoire du vieux loup. J'ai confisqué du matériel, dressé des amendes, même menacé de les signaler pour braconnage, alors qu'aucune loi ne couvrait techniquement ce qu'ils faisaient. Mais chaque année, je voyais plus de preuves d'intrusion. Et chaque année, le vieux loup devenait plus tendu. Parfois, il m'apportait des branches cassées, nettes en deux, son signal que des étrangers avaient été proches. D'autres fois, il me montrait des empreintes dans la boue, des traces de bottes, et me regardait avec cette même peur hantée qui était apparue pour la première fois quand il m'avait montré ses cicatrices. Un soir de fin d'automne, je l'ai entendu avant de le voir. Je marchais dans un brouillard dense, les phares de mon camion perçant le silence. Son appel venait de quelque part au-delà du ruisseau, bas et tremblant. Je ne l'avais jamais entendu avoir peur pour lui-même, seulement pour les autres. Je me suis précipité vers le son. La forêt était anormalement silencieuse. Pas de hibou, pas d'insectes. Juste le brouillard et le murmure lointain de l'eau de la rivière. Le vieux loup a émergé de derrière un groupe de sapins de Douglas, les épaules tendues, la posture prête. Il m'a fait signe de le suivre de toute urgence. J'avais déjà vu cela une fois, le jour où il m'avait montré la petite étoile pour la première fois. Ma poitrine s'est serrée. Quelque chose n'allait pas. Nous avons marché pendant près de 20 minutes, plus profondément que je n'étais jamais allé sans sa direction. Même dans le brouillard, il se déplaçait avec assurance, regardant souvent en arrière pour s'assurer que je suivais. Finalement, nous sommes arrivés à une clairière que je ne reconnaissais pas. Là, assise par terre, se trouvait Luna. Ses yeux habituellement vifs semblaient ternes, sans concentration. Elle était appuyée contre une bûche tombée, respirant superficiellement, le pelage collé sur son flanc où du sang, sombre et déjà séché, s'était emmêlé. Mon estomac s'est noué. On lui avait tiré dessus. Le vieux loup s'est accroupi à ses côtés, émettant des sons doux et rythmés, des paroles rassurantes, réconfortantes. La petite étoile était agenouillée de l'autre côté, ses énormes mains tremblant, alors qu'elle essayait de nettoyer la blessure avec de la mousse imbibée d'eau. J'ai avancé prudemment.
je suis là, ai-je murmuré, bien que je sache que mes mots signifiaient peu. Pourtant, le vieux loup m'a regardé avec quelque chose de désespéré dans les yeux, une supplication. Il me faisait confiance. Je me suis agenouillé, examinant la blessure, sans toucher. La balle avait traversé le muscle, assez haut pour manquer les organes, assez bas pour la réduire à ramper. Une balle de chasse toujours logée profondément. Luna a expiré un faible bruit qui ressemblait presque à des excuses. La main de la petite étoile a effleuré sa joue, et dans la lumière de la lune filtrée par une brume légère, j'ai compris que je n'étais pas seulement témoin d'une blessure, j'étais témoin de la peur, une peur ancrée dans l'histoire, la peur d'un cycle qui se répétait. Celui qui avait fait ça était proche, et il reviendrait. Je n'avais pas de matériel médical, pas ici, et même si j'en avais eu, je n'avais jamais fait plus qu'aider les vétérinaires du parc avec des ours et des élans tranquillisés. Mais je connaissais l'infection, je connaissais les blessures, je savais douloureusement que l'aide standard n'était pas une option. Je dois la nettoyer, ai-je murmuré. Le vieux loup a baissé la tête en signe d'assentiment. J'ai cherché ma gourde, j'ai trempé un chiffon et j'ai commencé à nettoyer délicatement le plage emmêlé juste pour voir l'étendue du saignement. Luna tremblait à chaque passage. Je parlais doucement, gardant un ton constant. La petite étoile observait chaque mouvement, absorbant, apprenant. La balle était toujours profonde. Je n'osais pas l'extraire, pas avec mes mains, pas ici. La retirer pourrait la tuer plus vite. Nous devons la garder propre, ai-je dit, ne sachant pas si je les rassurais eux ou moi-même. Je vais apporter du matériel, des médicaments, de l'antiseptique. Le vieux loup a émis un son bas et constant. Accord. Quand j'ai eu fini, Luna a laissé échapper un léger soupir, soulagement ou épuisement. La petite étoile a aidé à ajuster un lit de fougères épaisses sous elle. J'ai posé ma main sur le tronc du cèdre à côté d'eux. Notre geste de promesse. Je serai de retour avant l'aube. J'ai hésité un instant avant de courir à travers le brouillard, les branches fouettant mes bras, mes poumons en feu. J'ai atteint mon camion. J'ai conduit comme un possédé jusqu'à ma cabane. Si quelqu'un me voyait, j'avais des explications préparées, urgence médicale de routine, sauvetage d'animaux sauvages, peu importe. Mais les routes étaient vides. À l'intérieur de ma cabane, j'ai attrapé tout ce que j'avais. De la gaz médicale, de la pommade antibiotique, de l'iode, des analgésiques broyés en poudre, un couteau de chasse, une couverture propre. Je me suis retourné pour partir et je me suis figé. La fenêtre de ma cabane qui donnait sur la lisière de la forêt était ouverte. Je ne la laissais jamais ouverte. Une feuille de cahier était posée sur le comptoir. Au début, j'ai pensé que c'était quelque chose que j'avais laissé, peut-être une note pour moi-même. Mais l'écriture n'était pas la mienne. C'était des traits gras et lourds, comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'écrire. « Eh ben, n'y retourne pas !» Mon sang s'est glacé. J'ai vérifié les serrures. Intactes. Rien de volé. Pas de véhicules à l'extérieur. Mais quelqu'un était venu. Quelqu'un qui savait. J'ai quand même attrapé mon matériel et je suis retourné dans la forêt. Le brouillard était toujours épais à mon retour, bien que l'horizon oriental ait commencé à s'éclaircir avec les premières lueurs argentées de l'aube. Je suis retourné au bosquet aussi silencieusement que possible, priant pour que personne ne m'ait suivi. Le vieux loup m'a rencontré à mi-chemin, imposant et agité, chaque muscle tendu. Il m'a guidé rapidement vers Luna. Elle n'allait pas bien, respirant superficiellement, les yeux à peine ouverts. La petite étoile tenait la main de sa mère, se balançant légèrement, un mouvement que j'avais vu faire aux enfants humains quand ils avaient peur. J'ai commencé à travailler immédiatement. De l'eau propre, de l'iode, de la gaz. La blessure a réagi, le saignement a ralenti, la respiration s'est stabilisée, pas guérie, pas en sécurité, mais stabilisée. Pendant tout ce temps, le vieux loup surveillait la lisière de la forêt. Pas moi, pas Luna, la forêt.
Il connaissait le danger mieux que quiconque. Quand j'ai eu fini, il a laissé échapper un son, doux, reconnaissant. La petite étoile a doucement pressé son front contre celui de Luna. La famille s'est blottie l'une contre l'autre, respirant comme un seul être. J'étais sur le point de les laisser se reposer quand un nouveau son a brisé un silence. Un craquement de branches, fort et délibéré. 3 silhouettes ont émergé à travers le brouillard. Des humains. Ils se déplaçaient avec assurance, portant des fusils. Le vieux loup s'est dressé de toute sa hauteur, un mur silencieux entre le danger et sa famille. Mon cœur battait contre mes côtes. Les chasseurs étaient revenus. Ils ont émergé du brouillard comme des fantômes. 3 hommes en tenue de camouflage, les fusils serrés contre leur poitrine, leurs bottes s'enfonçant doucement dans le sol moussu. Leurs visages étaient durs, leurs yeux perçants, balayant le bosquet comme s'ils avaient répété ce moment 100 fois. Le plus grand a levé une paire de jumelles, et même à travers la brume, j'ai su quand il a vu le vieux loup. Son souffle s'est coupé. « Là », a-t-il murmuré. Le vieux loup n'a pas rugi, n'a pas menacé, ne s'est pas avancé vers eux. Il s'est simplement tenu là, large, imposant, inébranlable, plaçant son corps entre les chasseurs et sa famille. J'ai immédiatement levé les mains. « Arrêtez, ne faites pas ça !» Ma voix a traversé la clairière. Les hommes ont tourné leur attention vers moi. La reconnaissance a brillé dans leurs yeux. L'un d'eux a plissé les yeux. « Valenzuela !» Je me suis figé. Il connaissait mon nom. « Vous nous gênez ici depuis des années, » a dit un autre. « Vous détournez les gens, vous signalez des rapports. J'aurais dû savoir que vous cachiez quelque chose. »« Vous ne comprenez pas, » ai-je dit, les paumes tournées vers l'extérieur. Ils ne sont pas hostiles. Ils veulent juste qu'on les laisse tranquilles. « Ce sont des animaux, » a répondu froidement le chef. « Vous savez combien vaut l'une de ces choses ?» Le vieux loup a émis un son doux et bas. Pas une agression, une supplique. La petite étoile s'est accroupie derrière lui, agrippant la main de Luna. « Si vous lui tirez dessus, » ai-je dit, « vous prouverez tout ce qu'il a toujours cru à notre sujet. » Le chef a expiré, stabilisant son fusil. « On en prend un. Peu importe lequel. » J'ai fait un pas devant lui. Il faudra me tirer dessus d'abord. Pendant un instant, la forêt a retenu son souffle. La mousse, l'air humide, la rivière lointaine, 3 fusils, une famille, terrifiée, silencieuse, une ligne tracée dans le sol. La mâchoire du chef s'est crispée. Il n'a pas relevé son arme, mais il ne l'a pas baissée non plus. « Vous croyez que vous pouvez arrêter ça ?» a-t-il sifflé. « Vous avez passé toute votre carrière à vous occuper de monstres, mais vous n'êtes qu'un seul homme. Mettez-vous sur le côté et tout ça disparaîtra. » J'ai gardé ma voix calme, régulière. Je les ai vus élever leurs filles, je les ai vus pleurer leur mort. Ils ressentent le monde de la même manière que nous. S'ils voulaient la preuve qu'ils étaient dangereux, vous l'auriez eu à l'instant où vous êtes entrés dans cette clairière. Silence. Leurs fusils étaient un peu moins serrés. Derrière moi, le vieux loup a émis un son, bas, résonnant. Je ne l'avais entendu qu'une seule fois auparavant, le jour où il m'avait parlé de ses cicatrices. Il a fait un seul pas en avant, non menaçant, se tenant droit, revendiquant son droit d'exister. Les chasseurs ont hésité parce que, pendant un instant, ils l'ont vu comme moi. Pas un monstre, pas un mythe, un père, un survivant. Le chef a finalement expiré, son regard passant du loup à Luna blessée, puis à la petite étoile tremblante, essayant d'être courageuse. Il a juré entre ses dents. « Laissez tomber », a-t-il marmonné. « Ils vont s'enfoncer plus profondément. On ne les retrouvera jamais. » L'un des autres a protesté. « On peut marquer l'endroit. »« Non !» l'a interrompu le chef. « On s'en va. » Et juste comme ça, ils ont tourné les talons. Ils se sont à nouveau fondus dans le brouillard.
Pas de célébration de victoire, pas de coup de grâce, juste une retraite à contre-cœur. Quand la forêt les a avalés, la tension s'est rompue comme un câble sectionné. Mes jambes ont presque flanché. La tête du vieux loup s'est inclinée, non pas de peur, mais de gratitude. Luna respirait plus facilement. La petite étoile a laissé échapper un soupir tremblant, touchant le bras de son père comme le font les enfants quand ils n'ont pas de mots pour le soulagement. Je me suis agenouillé, tremblant. Ils reviendront, ai-je murmuré. Peut-être pas aujourd'hui, mais un jour. Vous devez aller plus loin, plus profondément. Le vieux loup a regardé vers les montagnes, des silhouettes enneigées au-delà de la ligne d'horizon, des endroits où les humains mettaient rarement les pieds, des endroits que même les gardes forestiers patrouillaient rarement. Il a compris. Il s'est tourné vers Luna, puis vers la petite étoile. Ils se sont levés ensemble, s'appuyant les uns sur les autres, une seule silhouette familiale. Avant de partir, le vieux loup a posé sa main sur le tronc du cèdre, notre vieux geste, puis sur sa propre poitrine. Maison, soi-même, mémoire. Je l'ai imité, les larmes brouillant ma vision. Puis, il a fait un pas en avant et, une seule fois, a posé sa main massive sur mon cœur. Un remerciement, un adieu, une passation de pouvoir. Ils ont disparu dans le brouillard. 3 ombres retournant au monde ancien qui les avait engendrés. Je ne les ai plus jamais revus. J'ai pris ma retraite en 2016. Parfois, quand des randonneurs signalent des bruits étranges au loin, ou des empreintes trop grandes pour appartenir à un ours, je souris. Parce que quelque part, au-delà des routes et des cartes, une famille marche encore sous les cèdres. Un morceau vivant de l'histoire, silencieuse, prudente, endurante. Et bien que le monde n'ait jamais connu leur nom, je me souviens d'eux. Le vieux loup, Luna, la petite étoile. Je laisse encore des pommes sur une souche au plus profond de Mount Baker Snoqualmie, là où la mousse pousse épaisse et où la canopée engloutit le ciel. Elles ont toujours disparu le matin. Peut-être que ce sont les cerfs, peut-être les ratons laveurs, ou peut-être est-ce une promesse tenue, car certains secrets ne sont pas faits pour être résolus, mais simplement pour être honorés.